14 heures à Yaoundé, c'est la même heure à Matom, dans le département d'Union et Kélé. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à votre programme, le dossier du jour. Aujourd'hui, nous nous attardons sur la gestion interne de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, le parti de Bello Bouba Maïgari. Depuis quelques mois, les communications de ce parti politique étaient suspendues d'intervention sur tous les plateaux télévisés et radiophoniques. Il y a quelques heures, cette restriction a été levée par la hiérarchie du parti. Les raisons de cette suspension, justement, seront abordées avec nos invités du jour. Ils représentent la communication de ce parti politique. Avec eux également, nous allons parler des prochaines échéances électorales, les législatives et les municipales annoncées pour cette année 2026. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le dossier du jour de ce jour est purement politique et nous allons prendre cette transition après accueillir nos invités. Bonsoir encore. Bonsoir de nouveau. Si vous nous joignez à l'instant, vous regardez l'émission Le Dossier du jour sur Bizone, le tam-tam du continent, canal 520 sur Canal+, et canal 15 sur le bouquet Créoling. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement de la gestion interne du parti l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, le parti de Bello Bouba Maïgari. Plusieurs points seront abordés ce soir. Nous avons deux invités. Ils viennent tous les deux de la communication de cette formation politique. Je m'en vais d'abord accueillir le secrétaire national à la communication de cette formation, également membre du bureau politique de l'UNDP, Maï Dadi Saïdou. Bienvenue et bonne année. Bonne année à vous, bonne année à tout le personnel de B-News. Merci je suis heureux d'être à B-News pour la toute première fois. J'ai été plusieurs fois invité, malheureusement je n'ai pas pu honorer ces invitations. Bon, même comme je sors un peu de maladie, aujourd'hui j'ai tenu à être présent ici. Et nous vous remercions également d'avoir honoré à cette invitation de B-News One. Face à vous, il y a Yaya Bello, il est également membre de la communication à l'UNDP. Bon après-midi, bonsoir et bonne année Yaya Bello. Merci beaucoup Larissa, merci pour l'invitation. Bonne année à vous-même et surtout au management et les équipes de B-News. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour nous, c'est toujours un honneur, un immense privilège d'être sur votre plateau chaque fois que l'occasion nous est présentée. J'ai envie de dire que c'est une bouffée d'air frais pour vous en tant que communicant de cette formation politique finalement, après cette levée de suspension d'intervention sur les plateaux. Pour la première, nous sommes en début d'année, c'est notre bonne étoile finalement à B-News. Écoutez, en politique, surtout en termes de communication politique, il y a le timing, il y a l'opportunité, il y a même la manière de communiquer. C'est-à-dire que lorsque le parti et le leadership du parti décident à un moment ou à un autre qu'il faut changer d'orientation, je crois que c'est tout à fait normal parce que la communication également a plusieurs vitesses. C'est comme une voiture où vous allez toujours changer de vitesse. À un moment, vous passez à la première vitesse, parfois à la deuxième, troisième, quatrième, après vous retrouvez. C'est comme ça. Ça ne va pas à une seule vitesse. Donc, je crois que c'est tout à fait normal. Et comme en politique, on dit toute politique est fille de son temps. Même en communication, c'est la même chose. Donc, à chaque fois, il faut adapter la stratégie
et en fonction également aussi du besoin des populations. Il faut donc avoir toujours une manière de faire qui est variable, qui n'est pas figée. Donc c'est une retraite nécessaire dans l'équipe de communication? Non, il n'y a pas de retraite. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas dans les médias que la boutique de la communication, entre guillemets, a fermé. Non. L'activité de la communication, c'est 24 sur 24. Il y a la veille médiatique qu'il faut faire. Il y a même la prospective. Donc, la communication ne s'est jamais arrêtée. Ne rien dire ne signifie pas aussi qu'on n'a rien à dire ou alors qu'on n'a rien passé comme message. Donc, c'est les passages télé, radio qui ont été à un moment réorientés en fonction des besoins du moment. Mais sinon, la communication a toujours fonctionné et elle fonctionne à merveille. Alors, celui qui porte cette communication justement à l'UNDP, je me tourne vers vous, Maïdadou Saïdou. Question froide, hein, j'ai envie de le dire ainsi. Pourquoi cette suspension a-t-elle eu lieu? Très bien. Je ne suis pas le porte-parole du parti. Il faut très bien comprendre que le secrétaire national à la communication n'est pas porte-parole du parti. Le porte-parole d'un parti, c'est celui qui porte la parole du parti. Quand il dit quelque chose, ça engage le parti. Donc c'est le président national de l'UNDP qui est le véritable porte-parole du parti. Oui. On est allé aux élections présidentielles, les élections sont finies, les résultats sont sortis. Le véritable porte-parole du parti n'a rien dit. À partir de là, qu'est-ce que les relais délégués peuvent aller porter comme parole? Il fallait attendre que celui qui porte la parole du parti dise quelque chose. Et maintenant, nous, on peut donc continuer, parce que c'est lui qui donne les orientations. Et on est resté silencieux, mais vous savez très bien que le silence est une forme de communication aussi. Tout est communication. Quand vous parlez, c'est de la communication. Quand vous vous taisez, c'est de la communication. Et permettez-moi d'embrayer sur la cérémonie des vœux. On va y revenir. Oui. Le président national de l'UNDP est allé à la cérémonie des vœux. Il a fait une très bonne communication. Parce qu'il a communiqué par le geste. Il est allé. Mais il n'a rien dit. Communication par le geste. Mais il n'a rien dit. C'est ça donc qui a poussé les détracteurs du parti qui ont compris que cette forme de communication était à l'avantage du président national de l'UNDP. C'est ça qui les a donc poussés à aller pondre un faux communiqué pour lui attribuer ce qui est dit dans le communiqué. Vous voyez comment on a contré tous nos adversaires. On les a poussés à la faute. Ils ont sorti un fait pour dire que le président Bello a dit ceci, a dit cela, a dit ceci, a dit. Pourtant, il ne s'est Bien pas prononcé. évidemment, les esprits faibles, surtout les gens qui ne connaissent pas le président Bello, sont tombés dans le panneau. Tout le monde connaît le président national. Tout le monde connaît son style. Tout le monde connaît son caractère. Tout le monde sait ce qu'il fait et ce qu'il ne peut pas faire. Ça, c'est connu depuis plus de 30 ans. Mais comme les gens avaient besoin de quelque chose pour contrer cette bonne communication, ils étaient obligés donc de faire un fake. Bon, de toutes les façons, nous, on n'avait pas démenti ce fait. Parce que ce n'est pas vraiment dans nos habitudes, encore moins dans celle du président national. Vous savez que depuis 1990, il a été attaqué en permanence et de toutes parts. Mais il n'a jamais répondu. Parce que ça ne sert à rien. Lui, il pose ses actes, il gère le parti, il fait ce qui semble, ce qui doit être fait par lui, et il s'en tient à là. C'est pour ça que vous n'allez jamais entendre, et vous n'avez jamais entendu le président national de l'UNDP prononcer le nom d'un leader ou bien d'un autre homme politique.
bien d'un autre homme politique. Même quand c'est important. Vous voyez, c'est lors de la campagne électorale que j'ai entendu le président national de l'UNDP prononcer pour la première fois depuis 1990, le retour au multipartisme, le nom du président Aïdjo. Depuis 1990, mais ça les gens ne le savent pas. Parce que lui, il sait ce qu'il doit dire et quand il doit le dire, et il sait ce qu'il ne faut pas dire. Donc, voilà donc les généralités que je voulais donner sur notre absence de communication. On n'est pas les porte-parole du parti. C'est pour cela qu'on s'est dit, nous attendons que le porte-parole donne des orientations, qu'il parle, et nous allons embrayer. Bon. De toutes les façons, qu'est-ce que les gens attendaient après les présidentielles? Tout le monde était surpris peut-être, inquiet certainement, du silence du président national. Ça a troublé toute la République. Ça a troublé tout le monde. Et des questions faisaient justement de partout. On se demandait si stratégiquement ce n'était pas fait à et dessein, ça a justement. été une très bonne chose pour nous. Une très bonne chose pour nous. De toutes les façons, au sortir de ces élections, deux candidats se revendiquaient la victoire. Nous, on n'était ni dans un camp, ni dans l'autre. On n'était pas concernés par la bataille de cette revendication. Que ceux qui revendiquaient fourbissent leurs arguments et aillent là où ça doit être traité. Parce que chacun, dans un camp comme dans l'autre, attendez voir quelle est la position du président Bello. Dans un camp, on attendait qu'ils soutiennent la candidature du président sortant. Ils attendaient. On ne disait rien, ils étaient de plus en plus inquiets. Dans l'autre camp, ils attendaient qu'on vienne dire que c'est ce candidat-là qui a gagné. Nous, on n'avait rien sous la main pour dire que c'est tel ou bien c'est tel autre qui a gagné. On était donc obligé d'attendre que les instances habilitées à reconnaître le fassent. C'est une position logique. C'est une position républicaine. Voilà donc ce qui a été notre position. Et pendant, on va voir que c'est justement après les présidentielles que cette suspension a été implémentée véritablement. Durant ce temps, donc, au niveau de la communication de votre parti, qu'est-ce qui s'est mijoté? On se dit qu'avec les prochaines échéances électorales, on en parle également au cours de ce programme, notamment les municipales et les législatives. Est-ce qu'on peut déjà embrayer un peu sur les stratégies mises en place en termes de communication d'abord pour ces échéances électorales-là? Pour les échéances à venir, les élections législatives et municipales, pour tout le processus électoral, ce sont les fédérations du parti qui s'occupent de ce travail. Depuis les inscriptions sur les listes électorales jusqu'à la sélection des candidats, dépôt des dossiers, campagne, etc., etc. Ça, c'est dans les statuts du parti que c'est écrit. C'est la fédération départementale qui s'occupe de... Et ces fédérations s'occupent bien de ce travail. Parce que depuis la présidentielle de 92, après avoir analysé les résultats de la présidentielle et compris tout ce qui s'était passé, la priorité du président national était que le parti reparte sur le terrain pour s'implanter. D'abord, montrer son faire savoir sur le terrain avant de venir s'attaquer à la présidentielle. À partir de 92, on a donc changé d'orientation, on a véritablement commencé à implanter le parti. Et c'est pour cela que vous pouvez voir que nous avons d'assez bons résultats dans les élections municipales, les élections législatives, en termes de résultats. Jusqu'aux prochaines élections, on est la deuxième formation politique. En termes de nombre de députés, en termes de nombre de mairies. Nous avons des mairies, 17 mairies, plus une mairie de ville. Nous avons géré une région. Bon, c'est tout dernièrement
qu'on l'a perdu. Et c'était à une voix près, malgré tout le déploiement de force qui a été mis sur le terrain par notre adversaire politique. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Nous n'avons jamais négligé les élections locales et nous sommes encore dessus. Et nous nous organisons. Et au moment où nous vous parlons, le président national a sorti des circulaires pour l'organisation de ces élections. Oui. Et on est très loin dans ce travail. Après cette émission, moi je suis appelé à aller investir dans le Mayorai. Je vais prendre la route bientôt. Donc le travail est en cours. Mais je voudrais que le camarade Yaya Bello nous parle un peu de son département. Parce que c'est important. Il est de ce département. Oui. Il a l'intention d'être candidat. Justement, c'est une très bonne chose qu'il dit. Vous savez, j'ai l'impression que vous avez lu dans mes pensées. Yaya Bello, je me tourne vers vous et je parle justement de ces élections locales à votre niveau. Dans le département, vous, Monsieur Maïdadi Saïdou a probablement donné un secret comme ça en Mondo Vision, mais on le sait depuis quelque temps, hein, vous avez prévu vous présenter au niveau des élections locales. Concrètement, quel est votre état d'esprit et comment comptez-vous vous y prendre pour y parvenir? Bon, ce n'est pas un secret. Déjà pour la gouverne de nos téléspectateurs, on parle de quel département précisément? Non, on parle du département du Mbiri, dans la région de l'Adamawa. Oui. Voilà, donc pour un homme politique, se présenter à une élection, ça ne relève pas d'un secret. C'est tout à fait normal parce qu'un homme politique ou alors une formation politique doit toujours aller vers les populations, vers l'électorat pour se mettre ensemble. Voilà, pour conquérir, en tout cas pour remplir les défis de l'avenir. Parce que quand vous êtes un homme politique, c'est que vous avez une vision, vous avez un rêve, disons comme ça, à vendre. Maintenant, il faut que vous allez vers les populations, vers qui ce rêve est destiné, pour savoir si elles sont d'accord avec vous ou alors quelles sont les attentes. C'est pour ça que les élections, c'est très important. Et l'UNDP, depuis le retour au multipartisme, en tout cas depuis sa création, l'UNDP a toujours été à toutes les élections, surtout au niveau local. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le développement se construit au niveau local. Dieu merci, le Cameroun, c'est un État unitaire décentralisé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de compétences, un certain nombre de ressources qui ont été envoyées vers les collectivités territoriales décentralisées pour construire donc les développements à la base. Parce que ce n'est pas toujours le pouvoir central, au niveau central, qui doit comprendre les aspirations. Mais maintenant, il faut le faire à la base. Donc, j'ai décidé, et c'est tout à fait naturel et normal, de me présenter comme plusieurs autres camarades à cette élection, enfin à ces élections qui arrivent, les municipales et législatives, parce qu'il faut être proche des aspirations des populations. Maintenant, l'UNDP a été un parti proche des populations, un parti qui va toujours chercher la caution du peuple, oui, pour essayer, dans la mesure du possible, de ce qui est permis, de rendre service à ce peuple. Et maintenant, le secrétaire national, M. Maïdad, l'a dit tout à l'heure, l'UNDP est, après le parti RDPC au pouvoir, le parti le plus implanté de toute l'histoire du Cameroun, tout simplement. L'UNDP a été le seul parti qui a géré une région entière. Et les Camerounais, surtout ceux de l'Adamawa, ont vu ce qu'un parti politique qui est soucieux des aspirations des populations peut faire en dirigeant une région. Je crois que, je n'ai pas envie de dire que c'est une injustice, mais logiquement, le conseil régional de l'Adamawa sortant aurait pu être reconduit tout simplement pour continuer dans l'œuvre qui a été faite, parce que le bilan, je crois que si vous êtes journaliste, vous pouvez faire les recherches, la région de l'Adamawa est arrivée première en termes de réalisation devant toutes les autres régions. Donc, l'UNDP a la maîtrise
Et l'UNDP a l'expertise et la ressources humaines qui va avec. Donc, nous allons aller à ces élections sur l'ensemble du territoire et nous allons nous confronter aux adversaires pour que nous soyons le parti qui soit choisi pour répondre continuellement aux aspirations des populations. Alors justement, le fait que le conseil régional ait basculé de l'UNDP au RDPC, justement ce peu qui a manqué là pour que ce conseil soit conservé au sein de votre formation politique, ce sont des leçons certainement à tirer ou à rassembler pour faire mieux davantage au niveau de ces élections à venir. Oui, vous savez, aux élections, quand on participe, on ne perd jamais. On gagne ou on apprend. L'élection régionale, c'est une élection, disons, indirecte, au suffrage universel indirect. Ce ne sont pas des populations qui votent directement, ce n'est pas un vote populaire, c'est un vote des conseillers municipaux, en tout cas pour les délégués départementaux et les chefs traditionnels. Donc, l'UNDP est arrivé, je crois, une seule voix, un seul siège de différence entre, maximum deux, entre le RDPC et l'UNDP. Donc, j'ai envie d'appeler ça petite injustice parce que logiquement, si l'UNDP avait remporté le département de Djirem, à Tibati, on ne serait pas en train de parler. Oui, et de ce côté-là, également, il y a eu juste une différence de deux voix de conseillers municipaux entre le RDPC et l'UNDP. Conséquence donc, puisque le système électoral permet que celui qui arrive premier même avec 0,1% remporte tout. Sinon, moi je crois que dans une démocratie, il faut beaucoup privilégier la proportionnalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous avez 51%, celui qui a 49% n'est pas considéré. C'est-à-dire que celui qui a 51% prend tout. Je crois que ça, c'est les choses qu'il va falloir revoir. Mais sinon, nous avons été bien satisfaits de ce que nos conseillers, nos représentants ont fait de ce côté. Ils sont on est quand même représentés dans le bureau régional, même si on n'a pas occupé ou les postes clés. Mais de toutes les façons, nous sommes présents, nos conseillers régionaux sont présents et ils vont s'assurer que ce que les populations ont porté comme attente sur ce conseil régional soit respecté. Donc, pour nous, on a beaucoup appris et nous allons tirer les leçons au moment des élections municipales, surtout parce que vous savez que les élections sénatoriales et régionales se préparent à partir des élections municipales. Donc, nous savons que pour que nous espérions remporter d'autres régions avec la Damawa au cœur, il faudrait que nous ayons beaucoup de conseillers municipaux dans nos circonscriptions, dans les communes, pour que le moment venu, au moment des sénatoriales, qu'on ait l'électorat nécessaire pour remporter les sièges des sénateurs et puis aux élections régionales à venir, je crois 2030, si Dieu le veut, on le fasse. Donc, pour nous, on n'a pas de soucis, on est en train de se préparer et on va faire le bon travail, si peut-être Dieu. Maïdado Saïdou, l'UNDP, c'est 17 communes, vous l'avez dit, vous avez des sénateurs nommés. L'échéance à venir pour les municipales, comment déjà l'UNDP compte consolider les acquis au niveau de ces communes-là que vous détenez déjà, afin de faire mieux et davantage pour glaner d'autres sièges? Le travail que nos élus ont mené font leur bilan. Et c'est là-dessus que les élus vont capitaliser pour pouvoir aller plus loin encore. Nous sommes allés au municipal en 2020. Nous avons eu un certain résultat. En 2025, le premier objectif, c'est au moins de consolider ce que nous avons eu en 2020 et même aller au-delà. Et je pense bien que nous sommes bien partis pour aller au-delà. Je vais parler de la Benue, qui est mon département d'origine. En 2020, les résultats n'ont pas été bons. L'UNDP s'est retrouvé dans la Benue
avec une seule commune, Bacheu. Cette fois-ci, nous visons au moins 5 communes dans la Bénin. Nous les avons ciblées. Nous sommes en train de mettre en place des stratégies pour gagner ces 5 communes. Déjà, si on n'a qu'une seule commune comme en 2020, ça veut dire qu'on n'a pas régressé. Est-ce que vous avez au moins se stabiliser là qui vous allez Parce que consolider? nous allons comparer les résultats de 2025 à ceux de 2020. Parce qu'il faut comparer les élections de même nature. Voilà donc comment on s'est organisé. Au-delà de la Bénoué, je vois que les autres sont en train de s'organiser de la même manière. Yaya vient de parler de ce qui se passe dans le dans le Mbéré. Et c'est comme ça partout. Toutes les fédérations ont tenu leur réunion de remobilisation et d'organisation de ces élections. Dans la Damawa, surtout dans la Vina, nous entendons récupérer toutes les communes que nous avons gagnées. Et vraiment, le bilan que nous avons sur le terrain, je ne sais pas comment quelqu'un d'autre peut venir le contrer. Lui qui n'a aucun bilan, on ne sait même pas ce qu'il peut faire. Voilà ce que nous avons fait. Vous-même, vous êtes témoin. Ça, c'est pendant la campagne qu'on va dérouler tout ça. Oui. Et voilà ce que nous entendons faire si vous nous redonnez confiance. Voilà la feuille de route de la campagne. Et c'est une très bonne campagne. Ce n'est pas du bavardage, c'est du vécu. Et tout le monde est en train de voir. Et c'est comme ça donc que nous entendons remobiliser les militants. Parce que en Ngaoundéré, par exemple, je prends l'exemple de Ngaoundéré premier. Les populations de Ngaoundéré premier ont vu comment le maire a travaillé. Et ça leur a bénéficié. Pourquoi voulez-vous qu'ils ne votent pas encore pour ce maire ou bien pour un autre maire du même parti? Le maire de la ville, Bobo Saliou, a fait des réalisations terribles dans la ville de Ngaoundéré. Les populations ont vu et les populations sont contentes. Pourquoi voulez-vous que ces populations-là décident maintenant de balayer tout ça d'un revers de la main pour aller choisir quelqu'un d'autre? Bon, les gens peuvent bavarder comme ils peuvent. Comme ils veulent, en utilisant au maximum les réseaux sociaux, avec l'implication de l'intelligence artificielle qui complique tout. Mais nous sommes sur les résultats, nous sommes sur les concrets, nous sommes sur les réalités. Ces réalités-là, Yaya Bello, les populations, comme le dit Maïdadi Saïdou, sont satisfaites, du moins pour les communes que vous gérez au quotidien au niveau de l'UNDP, les populations sont satisfaites. Vous qui aspirez à être député très prochainement, avec des actions que vous mènerez sur le terrain, quel est le message, par exemple, que vous allez porter? C'est vrai que nous ne sommes pas encore, en campagne, mais vraiment de manière ramassée, quelle est la stratégie que vous allez aborder ce terrain? Vous, individuellement, je le précise, parce qu'on sait que vous sortez d'une autre formation politique. Est-ce qu'il n'y a pas le saut, par exemple, de ces populations qui se diraient que non, est-ce qu'il est vraiment sérieux avec nous? Est-ce qu'il ne fait pas semblant, comme on a vu le changement de veste de certains politiques lors de l'élection présidentielle? Concrètement, Yaya Bello, qu'est-ce que vous comptez apporter comme message Non, je voudrais préciser? apporter une précision. Oui. Yaya Bello est en train de faire la campagne pour la candidature. C'est encore un terme. D'accord, il ne peut pas en parler. Non, il n'est pas encore investi. Les investitures ne sont pas sorties. Lorsque les investitures vont sortir, c'est à ce moment qu'il va donc dérouler complètement sa campagne. Maintenant, on est en pré-campagne. Un adversaire peut nous récupérer son programme là pour... Et puis utiliser contre lui. Mais finalement, bon, je veux généraliser parce que je tiens justement à me rassurer que votre position actuellement
dans l'UNDP, vous êtes confortable pour vous et pour ceux qui vous suivent au quotidien. C'est pour ça que je voulais poser la question, pour qu'on soit d'accord sur ce principe-là. Effectivement, je n'ai jamais changé. Je suis toujours resté le même. Parce que j'ai décidé d'entrer en politique pour servir mon pays. Je pouvais aussi servir mon pays autrement, comme beaucoup le font au quotidien. Mais j'ai choisi cette voie parce que j'estime que je peux être meilleur et apporter beaucoup mieux dans cette posture. Et je suis resté toujours le même parce que je suis au contact de nos populations. On échange parce que vous savez, vous imaginez-vous ce que c'est que d'être un homme politique parce que vous êtes là en face de tout le monde. Tous les problèmes sont vos problèmes. Tout le monde est votre famille. Tout compatriote, qu'il soit au Cameroun ou à l'étranger, il est votre compatriote, il est votre frère. Ce n'est qu'en politique qu'on peut se sentir concerné par tous les problèmes de la société. C'est-à-dire, il y a les routes qui ne sont pas bonnes, vous sentez que vous êtes interpellé. Les populations n'ont pas d'eau, vous sentez que c'est votre problème. Les élèves n'ont pas, enfin les enfants n'ont pas accès à l'éducation comme cela se doit, vous sentez que c'est votre problème. Et donc, lorsque vous voulez devenir un homme politique, vous devez savoir que tous les problèmes de la société sont vos problèmes. Et qu'à votre niveau, au niveau de votre formation politique, avec vos camarades politiques, parce qu'en politique aussi, c'est comme dans le sport, on ne va pas seul pour gagner. On va toujours en équipe, voilà, avec ses stratégies propres, les stratégies adéquates pour gagner et donc répondre aux aspirations des populations. Donc, mon ADN n'a pas changé, je suis resté le même. Tout au contraire, je me suis même encore renforcé. Je n'ai pas envie de dire que je me suis senti avoir des ailes sur le terrain parce que je me suis senti plus fort parce que j'ai adhéré à une formation politique où j'ai trouvé des hommes encore plus expérimentés. Je parle par exemple de notre leader national, le président Bello Bouba-Maïgari, qui est un homme d'État accompli. C'est-à-dire que à mon âge, M. Bello Bouba-Maïgari a même déjà été Premier ministre de ce pays. Premier ministre. Donc, quand vous travaillez donc à côté d'un homme aussi expérimenté, vous n'avez qu'à apprendre, vous n'avez qu'à gagner beaucoup. Donc, je suis très heureux et je veux continuer toujours à servir les Camerounais comme je l'entends. Et dans les communes que nous avons gérées, je crois que les populations elles-mêmes se sont exprimées. Elles ont exprimé le satisfait, la satisfaction de ce qui a été fait. Je prends l'exemple que M. Maïdadi a pris tout à l'heure sur Ngaoundéré. Si vous arrivez à Ngaoundéré aujourd'hui, vous voyez les réalisations de la mairie de ville, de M. Bobo Saliou par exemple. C'est-à-dire, vous allez mesurer l'impact que une mairie de ville avec une équipe dynamique peut faire en seulement 5 ans. Si vous étiez allé pour la dernière fois en Ngaoundéré en 2019, vous revenez aujourd'hui. Vous allez trouver que c'est deux villes différentes. Aujourd'hui, on a même les routes 2 voies en Ngaoundéré, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, les populations ont témoigné cela et c'est pour ça que si rester seulement sur le cas de la ville de Ngaoundéré, les populations ont fait massivement confiance à l'UNDP et elles ont été satisfaites du travail qui a été fait et j'ai envie de croire et je sais que c'est ce qui va sûrement se passer. Cette confiance sera renouvelée lors du double scrutin qui arrive et nous restons confiants. Chaque fois que les populations expriment leur satisfaction, c'est comme si vous nous avez ajouté de carburant, c'est-à-dire de force pour aller encore faire plus et pour faire davantage pour les populations. C'est-à-dire que ces dernières années, les exécutifs ont donc bénéficié de la décentralisation efficiente au niveau du terrain. Si entre 2019 et 2026, c'est un changement palpable, certainement peut-être, ces exécutifs-là vont bénéficier de cette décentralisation-là. Je crois que la décentralisation, comme on le dit souvent, c'est un processus. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de compétences
qu'il faut transférer aux collectivités territoriales, c'est-à-dire du pouvoir central de l'État aux collectivités territoriales décentralisées. Maintenant, des ressources. Bon, dans le périmètre, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, il faut que beaucoup d'autres compétences et beaucoup d'autres ressources soient transférées. Mais si je reste seulement dans le périmètre actuel dans lequel nous sommes, je crois que nous avons démontré qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. La preuve, nous avons des communes moins capées, les communes qui ont peu de moyens par rapport aux autres, mais nous avons fait plus. Si je prends l'exemple de Touboro, par exemple, vous avez entendu parler du maire Yandal de Touboro. C'est-à-dire que Touboro, ce n'est pas une très grande commune en termes, disons, des moyens et tout. Mais quand vous voyez ce que ce maire a fait avec son équipe, comprenez que l'adage qui dit que les institutions ne valent que les hommes qui les incarnent trouve toute sa pertinence. Parce que l'équipe est dynamique, l'équipe est au four et au moulin, et l'équipe a travaillé et a produit des résultats plus que des communes qui sont supposées être plus nantis que celles de Touboro en termes de moyens. Donc, le tout, c'est le leadership, c'est les hommes. C'est pour ça qu'à l'UNDP, nous avons toujours privilégié la ressource humaine compétente, la ressource humaine apte à faire le travail. Parce qu'une chose est d'avoir le mandat, et une autre chose est de pouvoir donc apporter, bien le mener, répondre aux aspirations, avoir du tact, de la compétence nécessaire pour répondre aux besoins immédiats de ces populations. Et je crois que notre parti a, depuis des décennies, apporté une réponse à cela. Et c'est pour ça que je n'ai pas de doute que les Camerounais vont nous apporter davantage leur confiance. Maïdadi Saïdou, l'UNDP a participé au dernier scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Les résultats officiels ont présenté justement le pourcentage, le nombre de voix des personnes qui ont milité en faveur des candidats. Qu'est-ce qui n'aura pas marché finalement pour que l'UNDP sorte du trio pour 2025? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cela soit capitalisé pour les échéances qui sont à venir, parce que nous nageons encore dans ces eaux-là? Cette présidentielle a été caractérisée par un certain nombre de faits. Et ça, il faut vraiment le reconnaître. Premièrement, il y a eu trop de manipulation de conscience. Trop de manipulation de conscience. Il y a eu trop de mauvaise foi. Il y a eu trop d'attaques d'attaques personnelles qui n'étaient pas vraies. On est parti de quoi pour dénigrer le président national de l'UNDP? On a dit qu'il a trahi les populations depuis 1992. Et il va continuer à trahir les populations. Qu'en 1992, c'est lui qui a aidé Paul Biya à gagner la présidentielle. Ce qui est totalement faux. Faux pourquoi? À l'époque, j'étais au SDF. J'étais le responsable régional du Nord. Et tout de suite après la présidentielle, j'ai passé tout le temps à Bamenda. Et l'état d'urgence m'a trouvé là-bas. C'est après l'état d'urgence que je suis sorti de là-bas. La présidentielle de 92 est sortie des rails dès que le SDF a retiré ses 2 recours en annulation auprès de la Cour suprême. Le SDF avait déposé 2 recours en annulation. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de versions là-dessus, je ne vais pas entrer là-dedans. L'histoire nous dira exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que, et ça c'est un fait, les recours en annulation ont été retirés, empêchant la Cour suprême éventuellement d'annuler ce scrutin, parce qu'il était reconnu qu'il y avait eu
beaucoup de fraude. Beaucoup de fraude. Donc tout est parti de là. Et les gens n'ont pas compris ce que Dipandamouele a expliqué. Ils ont dit, mais ils ne comprennent pas Dipandamouele. Comment est-ce qu'il peut dire que ce scrutin était entaché d'irrégularité et que lui, il a les mains liées, il ne peut rien faire. En fait, il n'avait plus de matière à statuer. Le recours ayant été retiré. Voilà le sens de ce qu'il avait dit. Mais les gens n'avaient pas compris. Ça, c'est une des choses. Maintenant, la Cour suprême proclame les résultats. Il y avait déjà la tension dans le pays. Il y avait même possibilité de guerre civile à ce moment. Parce que si vous relisez ce qui est écrit en ce moment, la réunion des colonels et des généraux, un certain nombre d'éléments, on savait qu'on allait tout droit vers la guerre civile. C'est à ce moment que le président Bello intervient pour sauver la paix. Et il a été très politique dans ce qu'il a dit. Les gens n'analysent pas ce qu'il dit parce que les gens ne le connaissent pas. Il a fait une sortie à Africa Number One pour dire que lui-même reconnaît qu'il y a eu des irrégularités. Mais intérêt général. La Cour suprême a proclamé les résultats. Il se plie donc au verdict de la Cour suprême. Il faut très bien comprendre la subtilité ici. Il n'a pas dit qu'il se plie au verdict des urnes. Qu'il se plie au verdict de la Cour suprême, c'est deux choses totalement différentes. Voilà donc, et c'était pour sauver la paix. Et tout de suite après, tout ce qui se préparait a été stoppé. Parce que même les généraux de l'armée étaient confus. Il y en a même qui étaient en discussion avec Fundi. Maintenant, dès que Bello fait cette déclaration, Biaki appelle les généraux qui négociaient pour leur dire: le septentrion est avec moi, le septentrion ne bouge pas. Et c'est à ce moment qu'ils ont donc déclenché l'état d'urgence et la mise en résidence surveillée du président Fundi. Mais Fundi lui-même n'avait pas réagi. Au contraire, il a même demandé au peuple de se calmer. Il n'a pas demandé au soulèvement. Il n'a pas appelé au soulèvement. Il a demandé au peuple de se calmer. Vous pouvez retrouver les journaux, la nouvelle expression de cette... C'est écrit noir sur blanc là-bas que il a demandé au peuple de se calmer. Et c'est vrai. On a eu une réunion en interne pendant que j'étais à Bamenda, des cadres du parti. Les plus radicaux disaient: refusons de reconnaître cette victoire, formons notre gouvernement, transférons la capitale du Cameroun à Bafoussam et on ne reconnaît pas. Voilà ce que les caciques, les radicaux ont demandé. Mais Fundi n'avait pas suivi. Heureusement. Parce que c'est des gens qui ne voulaient que le chaos. Et on va retrouver cet esprit-là après. Donc Fundi n'avait pas marché à ce moment-là. Et vraiment, il faut lui rendre hommage. Parce qu'il aurait pu mettre ce pays-là à feu et à sang. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il avait le souci du pays. Tous ceux qui veulent mettre ce pays à feu et à sang parce qu'ils veulent le pouvoir n'ont pas le souci de ce pays. Ça, il faut le dire de manière claire et de manière franche.
Donc, on ne peut pas dire que Bello avait trahi. En 92, donc en 2025. Ouais. Avant la présidentielle, il y a eu les législatives de mars 92. Mars 92, le RDPC a eu 88 députés, l'UNDP 68, l'UPC 18 et le MDR 6. L'UNDP et Bello ont tout fait pour organiser une majorité autour de l'UNDP. Parce que le RDPC avait 88 députés. Il lui manquait 2 voix pour avoir la majorité absolue. Si toute l'opposition s'était réunie pour former une majorité parlementaire, on ne voit pas comment, 7 mois plus tard, Paul Biya pouvait gagner la présidentielle. Parce que, avec la majorité parlementaire, on aurait pu modifier toutes les lois, retoucher aux lois électorales, etc. etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'UNDP qui avait trahi. C'est d'abord le MDR qui allait soutenir Biya. Et quelque temps après, l'UPC a suivi. Et tout ça a été fait parce que les gens ne voulaient pas voir le président Bello comme Premier ministre. C'était uniquement pour ça que la majorité là a été refusée. Bon, maintenant, il a mené d'autres négociations pour être président de l'Assemblée. Et même là, on a tout fait pour que ce ne soit pas lui. Qui a trahi? Est-ce lui qui aura trahi? Lui, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que vraiment la démocratie s'exerce, pour que l'alternance. Donc, les législatives de mars 92, c'est le premier virage où on a raté le changement. Parce que tout le reste là n'est que la conséquence. Bon, maintenant, après, il y a eu la présidentielle. À la présidentielle, il était donc question d'un gouvernement d'union. Le gouvernement d'union était négocié par l'ambassadeur de France, Yvon Omnes, qui rencontrait tous les partis et essentiellement l'UNDP qui devait entrer au gouvernement. Le président Bello avait des propositions pour avoir, je crois, 6 ministres. 6. Il y avait lui-même pour le nord, Hélé Pierre pour l'extrême nord, Docteur Nana pour l'Adamawa, Abanda Metogo Valère pour le centre ici, Rose Abouno pour la partie anglophone et je crois Sao Bruno pour l'ouest. Voilà. À ce moment, 2 camarades du parti sont venus le rencontrer. Bon, le président national n'aime pas tellement qu'on cite les noms, mais là, vraiment, je vais me gêner, je vais citer les noms, parce que c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et il faut la connaître pour comprendre c'est l'histoire de notre les résultats qui datent d'aujourd'hui. Oui, de 2025. Le premier camarade à rencontrer le président Bello, c'était Chiroma, Issa Chiroma, qui est venu dire à Bello qu'il voudrait faire partie de ce gouvernement. Il a été honnête. Il est venu dire, vraiment, je veux entrer dans ce gouvernement. Le président Bello a aussi été honnête pour lui dire, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. On ne peut pas être tous les deux de la Bénoué et être dans ce premier gouvernement. Ça ne peut pas marcher. Le ministre Moustapha est venu voir le président pour dire la même chose. Là également, le président a dit, ça ne peut pas marcher.
il y a déjà un musulman pour le nord, un pour la Damawa. À l'extrême nord, j'ai choisi un chrétien et des pierres. Voilà ce qui s'était passé. Bon, les deux n'étaient pas contents. Ils sont donc allés voir Omba Damas, qui avait ses entrées au palais. Omba Damas était très lié à Amadou Moustapha. Ils ont dit qu'eux, ils veulent entrer dans le gouvernement. Là. Ils sont venus négocier pour 2 postes. Lui et Chiroma. Qu'est-ce qu'il a dit? Omba Damas est allé rencontrer le président Biya pour dire non. Bello est trop gourmand. Il veut 6 ministres, parmi lesquels un bêtis, parce qu'il veut nous combattre ici chez nous. Il y a aussi un anglophone, un Bamileke. Ça, c'est inacceptable. Et il dit carrément au président Biya que je vous ai attrapé les 2 taureaux du parti, ceux-là même qui ont implanté le parti. Et eux, ils ne négocient que pour leurs 2 postes. Bon, c'est une situation avantageuse pour Paul Biya, non? Il a seulement signé. Pendant qu'il continuait à Mansel, la rencontre avec Omnes pour finir les propositions et tout, on est venu leur dire, mais on est en train de lire le gouvernement à la radio. Et c'est Moustapha et Chiroma qui sont là-bas. Qui a trahi qui? Et là même le président a été très patient. On a convoqué une réunion, je crois, du bureau politique. Les 2 qui sont entrés au gouvernement ont dit, nous sommes même surpris d'être dans ce gouvernement. Donnez-nous le temps, nous allons démissionner. Et pendant qu'on leur a laissé le temps, ils ont donc imaginé récupérer le parti. Comme ils ont des positions de ministre et tout, ils ont donc lancé l'idée de UNDP authentique. Là, nous sommes en quelle année? 80. On doit 93, être 94. 93, 93, 94, c'est un peu flou dans ma mais 93 oui, dans au ces moins. eaux-là. Ouais. Ils voulaient donc lancer au Carrefour Warda UNDP authentique. Ça n'a pas marché. Et c'est après qu'ils se sont réfugiés chez Moustapha pour créer l'ANDP. Entre-temps, Moustapha est devenu ministre et allait chercher à mobiliser les gens à Maroua pour qu'il ait l'ascendant sur Bello. Ça s'est très mal passé. Son cortège a été attaqué en route. Il y a même eu des morts. On a arrêté des gens, tout ça. C'était très fort. Donc, on leur a laissé le temps, je crois, 2 ans. Et quand c'est devenu comme ça, c'est à ce moment qu'ils ont donc été exclus du parti. Qui a trahi? Qui a été patient? Donc, les gens ne connaissent même pas l'histoire du parti, ni l'histoire du pays. Ils se sont mis à raconter n'importe quoi. Et c'est exactement ce qui était ventilé sur les réseaux sociaux. Bello a trahi en 92. Il va encore trahir. Il est avec Paul Biya. Il est ceci. Il est cela. Voilà. Mais la trahison n'a pas commencé seulement avec les municipales, législatives et présidentielles. La trahison a commencé avec la création même du parti. Le président Bello, c'est clair. C'est lui qui a créé le parti. C'est lui qui a créé le parti. Et c'est lui qui a fait désigner Samuel Eboa comme président du comité directeur provisoire jusqu'à son retour. C'est lui qui l'a fait désigner. D'ailleurs, on a retrouvé des vieilles coupures de journaux de Jeune Afrique de 91 où on a fait parler Samuel Eboa, où lui-même a reconnu que le véritable fondateur du parti, c'est Bello. Pour l'instant, on organise le parti en attendant son retour. Et c'est après donc
qu'il a fait des mains et des pieds pour que le congrès de Garoua ne se tienne pas. Et là également, on a monté toute une cabale pour dire que c'est le pouvoir qui a fait ramener Bello pour arracher le parti à Eboua. Alors que c'était totalement faux. Déjà à ce moment, Chiroma était du côté de Eboua. C'est à la dernière minute, quand il a vu que Eboua même a boycotté ce congrès, qu'il est revenu dans la salle. Mais le congrès de janvier 96, non, 92, le premier congrès. Non, 92, janvier 92. 4 aussi janvier. N'est que la conséquence directe des travaux de la tripartite. À la tripartite, en fin de tripartite, le président Biya a convoqué le corps électoral pour les élections législatives de mars 92. Avant ces élections, la tenue du congrès était obligatoire pour 3 raisons. La première raison, valider les statuts du parti. Deuxième raison, élire le président national. Il n'y en avait pas. C'était un président du comité directeur provisoire. Et la troisième raison surtout, liée au municipal, au législatif qui s'annonçait. Les statuts sont clairs. C'est le comité central qui investit les députés, les candidats aux législatives. Et le parti n'avait pas de comité central. Et seul le congrès peut mettre en place le comité central. Donc le congrès de Garoua était une obligation. C'était la conséquence directe des travaux de la tripartite de novembre 91. Donc tout ce qui a été raconté, on a amené Bello pour arracher le parti à Eboua, c'est parce que on voulait... Tout ça, c'est des histoires, c'est des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de l'UNDP. Alors, peut-être pour vous relancer, Maïdadji Saïdou, finalement, c'était bon de rappeler ce pan de l'histoire-là, autant du parti que pour la politique au sein du Cameroun. La question, je la repose. Pour 2025, les résultats que l'UNDP a connus, qu'est-ce qui justifie que le parti n'ait pas fait partie du trio? La présidentielle de 2025, on n'a pas élu quelqu'un. C'était un vote sanction contre le régime de Biya. On a tellement manipulé pour dire que seul Chiroma peut revendiquer la victoire. Parce que si c'est Bello, il va faire comme en 92. Vous voyez comment le piège a été tissé. À partir de là, tous ceux qui ne voulaient plus voir de Paul Biya ne pouvaient plus voter pour le candidat de l'UNDP. C'est aussi simple à comprendre que ça. C'est aussi simple. Mais les choses vont être de plus en plus claires parce que c'est un conglomérat des gens qui n'ont rien en commun, qui ne s'entendent sur rien, sauf sur le départ de Paul Biya, qui ont convergé et fait en sorte que Chiroma ait les résultats qu'il a eus. Mais vous allez voir, cette nébuleuse-là va s'auto-détruire et je vous donne quelques mois, vous allez voir ce qui va se passer. Ça me permet peut-être d'amorcer les stratégies pour ces prochaines échéances électorales, justement. L'UNDP, en termes peut-être d'alliance interne pour ces élections locales, c'est prévu, c'est en cours d'examen, les stratégies concrètes internes à votre formation politique. Ça, on peut les évoquer, bien sûr. Non, vous abordez là un terrain, un domaine très important. Parce que pour bien connaître, pour bien comprendre la politique au Cameroun aujourd'hui, il faut l'avoir compris avant les indépendances.
Les batailles politiques d'aujourd'hui ne sont que la continuation des batailles politiques de l'avant-indépendance. De l'avant-indépendance. Le pays était divisé arbitrairement et faussement par deux camps. Un camp qu'on appelait les Ojulatistes, avec chef de file Aïdjo, et un camp qu'on a appelé les nationalistes, avec chef de file Oumiobe. Je voudrais faire une petite parenthèse là déjà. Oui. Vous-même, vous savez que c'est très arbitraire la façon de diviser ce pays-là de cette façon, surtout avec les dénominations qui ont été données. Je ne vois pas dans ce pays quelqu'un qui soit plus nationaliste que le président Aïdjo. Il n'y en a pas. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Il n'y en a pas. Aïdjo a été un grand nationaliste. Aïdjo a profondément aimé ce pays. C'est pour cela qu'il a tout fait pour le développer, pour construire une nation. C'est par la suite que les problèmes ont commencé. On était sur une formidable rampe de lancement. Malheureusement, ça a été stoppé net par la suite. Donc, il faut donc avoir toujours en tête cette cassure-là entre les deux Cameroun. Oui. Tant qu'il y avait l'UNC, le parti unique, beaucoup de gens n'étaient pas UNC, hein, mais ils étaient dans l'UNC, comme ça. C'était des hypocrites, c'était des infiltrés, c'était. Il a fallu attendre le retour du multipartisme pour voir chacun prendre sa véritable route. Pour voir chacun prendre sa véritable route. À partir de là, il y a eu d'un côté le RDPC, il y a eu l'UNDP, il y a eu dans une moindre mesure l'UDC, et de l'autre côté, UPC, SDF, Manidem, j'ai tout ça. Tous ceux qui se réclamaient ou bien qui veulent se réfugier derrière l'UPC. Il y a plein qui ont pris cette route-là, alors qu'ils n'ont jamais été UPC. Du temps de l'UPC, il y avait les militants de l'UPC, ça c'est vrai. Mais il y avait des gens, parce qu'ils n'aimaient pas Aïdjo, se sont retrouvés là-bas, mais ils n'étaient pas UPCistes du tout. Et par la suite, on va voir ça quand le multipartisme va revenir. Chacun va prendre donc sa route. Donc, quand on a compris que les batailles d'aujourd'hui, c'est la continuation des batailles d'hier, à partir de là, on peut donc arriver à expliquer les alliances politiques. Oui. On peut arriver à expliquer les alliances politiques. L'alliance UNDP-RDPC, c'est une alliance naturelle, je dirais normale. Si vous relisez bien les textes de ces partis, si vous lisez les orientations, si vous voulez les principaux objectifs, ils se ressemblent fondamentalement, il n'y a pas de différence. C'est pour cela qu'ils se retrouvent avec un État unitaire décentralisé, ils ne veulent pas de fédération, c'est pour cela. Ils ont beaucoup de choses en commun. Donc l'alliance est vraiment possible. Et c'est très compliqué avec... comme je disais, fondamentalement, il n'y a pas de différence entre le RDPC et l'UNDP. Les deux sont les véritables UNC. La différence qu'il y a, c'est que l'UNDP, c'est l'UNC qui prévoit une alternance à la tête de l'État. Mais le RDPC, c'est l'UNDP, c'est l'UNC qui ne veut pas d'alternance à la tête de l'État. Eux, ils veulent demeurer là. Voilà la différence qu'il y a entre l'UNDP et le RDPC. C'est la seule différence à mon avis. Sinon, sur le plan structurel, sur le plan des idées, sur le plan de tout ça,
Il n'y a pas fondamentalement de différence. Yaya Bello, les échéances à venir, l'UNDP, en termes d'alliance, vous, Maïdadou Saïdou parle de cette alliance-là qui est presque naturelle entre l'UNDP et le RDPC. Vous aussi, pour parler de notre formation politique, potentiellement, vous verrez l'UNDP s'allier à qui pour les législatives ou les municipales qui s'annoncent? Non, potentiellement. Potentiellement. Non, une petite précision. Oui. L'alliance au niveau des municipales, oui, entre UNDP et RDPC n'est pas possible. À partir de ce que je vous ai dit, la divergence qu'il y a entre les deux, il faut donc comprendre que cette alliance n'est pas possible du tout. C'est pas possible pour les municipales. Il se rebiffe un peu, mais bon, il précise bien sa pensée. Je voulais abonder. J'en viens à vous, oui, je voulais abonder dans son sens pour dire que il n'a pas dit que l'alliance entre le RDPC et l'UNDP est naturelle. Non. Oui. Il veut juste, enfin, il a dit que fondamentalement les deux formations que nous avons des prédispositions à coaliser avec non seulement le RDPC et même plusieurs autres formations politiques. Tant que cette coalition ou que cette alliance répond aux aspirations du peuple, il n'y a aucun problème. Parce qu'on fait aussi la politique pour répondre aux aspirations des populations, tout simplement. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, c'est ça qui avait justifié aussi que le 28 novembre 1997, l'UNDP et le RDPC signent une alliance d'action gouvernementale. Parce qu'il faut aussi préciser, j'entends que ça va dans tous les sens. C'était une alliance d'action gouvernementale avec des clauses bien précises sur le plan politique, économique, social, culturel, diplomatique, très précis. Il devait même avoir une équipe conjointe des deux parties pour implémenter cette alliance. Bon. Pour le suivi de l'exécution. Voilà, pour le suivi de l'exécution de la plateforme. Sauf que vous connaissez l'histoire. Donc, on nous a accusés faussement de refuser de nous allier avec... parce que beaucoup... Et le secrétaire national de la Com a raison de lui dire, nous avons un problème d'éducation politique au Cameroun. Nous avons même un problème de culture politique. Il y a un déficit énorme en termes de culture et même d'éducation politique. Les gens parlent de politique, ils ne cherchent pas à savoir ce que c'est, qui sont ces acteurs, quel est leur parcours, qu'est-ce qu'ils... Non, ce n'est pas leur problème. Parce qu'on a tout vu en 2025. Pour beaucoup, c'est que l'alliance, ce n'est que coaliser avec le FSNC. Ils ont réussi à imposer cela dans l'opinion. Que coaliser, c'est se mettre seulement avec le FSNC. Alors que l'UNDP, et Bello Amagari, l'UNDP a été le seul parti politique, et Bello le seul candidat, qui a réussi lors de la présidentielle, a fait que deux autres candidats en course désistent pour le rejoindre. Personne d'autre n'a fait cela. Ça, c'est une alliance, c'est une coalition aussi. Mais leur définition de coalition, c'est que tu dois suivre un parti, je ne sais pas au nom de quoi. Encore que les coalitions, les alliances, c'est une construction. C'est-à-dire que si on veut se mettre ensemble, on s'assoit, on dit voilà l'objectif, comment on fait, comment on adhère, on met en place donc, la plateforme et on est ensemble. Personne n'est destiné à suivre l'autre uniquement. Pourquoi? Au nom de quoi? Donc, en termes de... Les gens parlent de trahison. Donc, vraiment pour faire français facile. Trahir, c'est quoi? Trahir, ça signifie tout simplement ne pas respecter son engagement. C'est tout. Et dans l'histoire des faits politiques que M. Maïdadou vient de nous dérouler ici avec brio, qui a trahi qui finalement? On est amené à se poser cette question parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. On ne peut pas laisser que les gens sombrent dans, je n'ai pas envie de dire l'ignorance, mais la non-maîtrise des faits politiques, la non-maîtrise même des acteurs, même de leur parcours. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de Camerounais qui ont sympathisé pour un homme politique, qui croient que tout le reste du monde est contre ce monsieur, alors qu'ils ne connaissent même pas comment on en est arrivé là. Qui a trahi qui? En 1992, après les élections municipales et législatives,
Et le gouvernement Maïgari était en train de travailler avec les gens du RDPC pour former un gouvernement. Je crois que c'est un gouvernement d'union nationale, quelque chose comme ça. Mais qui a trahi qui donc en entrant au gouvernement sans consulter Bello, sans consulter le parti, alors que le parti était en train de travailler avec les partis prenants. Qui a trahi qui? Ils sont allés, ils ont formé leur parti, la NDP. Là-bas aussi, un a trahi l'autre. Je ne sais pas. Un a trahi l'autre. Quelque temps après, il s'est retrouvé dans une alliance avec le RDPC, FSNC RDPC. Qui a trahi qui à la fin? Après tous les louanges. C'est pour ça que j'ai dit il est très important que les Camerounais sachent que, pour qu'on parle politique, et bon, c'est aussi notre travail au secrétaire national de la communication, de former et d'informer les Camerounais. Dès le Bouba Maïgari n'a jamais trahi qui que ce soit. Il est resté fidèle. D'ailleurs, avant qu'il ne s'engage dans toutes les grandes décisions qui concernent le parti, il demande toujours l'avis du parti. Il demande toujours l'avis du comité central et même de la base militante. Je peux prendre un exemple. Avant que l'UNDP ne s'engage dans l'Alliance en 1997, le président national avait demandé à tous les présidents de fédération de demander à leur base qu'est-ce que vous en pensez. Et les informations sont remontées avec avis favorable. Avant qu'il n'y entre, il n'a jamais trahi personne. Il n'a jamais trahi personne. Donc, je reviens sur la question des alliances. La stratégie des alliances, oui. La réorganisation pour l'échéance. Bon, c'est vrai que les stratégies ne se débattent pas sur forcément. Les plateaux télé. Peut-être ce n'est même pas le moment d'en parler, puisque le corps électoral n'est pas convoqué pour le moment. Même au sein de notre formation, nous sommes en train de travailler pour les investitures de nos futurs candidats et tout. Donc le moment viendra certainement et on en reparlera. Mais ce qui est sûr, et comme M. Maïgari l'a dit, l'UNDP a des prédispositions à coaliser, à s'allier avec tout parti, tout homme politique qui peut concourir à l'amélioration du bien-être des populations. Nous l'avons fait par le passé. Nous continuerons à le faire, même aux élections municipales et législatives qui arrivent. Donc, de ce côté, notre ADN reste intact et nous reviendrons certainement sur ce sujet. Je reste avec vous, Yaya Bello. Depuis le 2 janvier dernier, la révision des listes électorales est ouverte. Elle a été officiellement lancée par le directeur général d'Elections Cameroun. Concrètement, l'UNDP, quelles sont ou quelles seront ses actions? Parce qu'on note que cette opération va durer jusqu'au 31 août 2025. Concrètement, les actions, avez-vous déjà pensé en termes de déploiement sur le terrain pour convaincre les populations d'aller s'inscrire sur les listes électorales, entre autres? Bien sûr, l'UNDP... Et de récupérer les cartes d'électeurs, bien sûr. Oui, l'UNDP travaille avec l'organe en charge des inscriptions sur le électoral, notamment Elections Cameroun, dans toutes les circonscriptions nationales, c'est-à-dire dans tous les arrondissements, tous les départements. Donc, nos représentants ont été désignés dans les commissions au niveau des Elections Cameroun et les opérations d'inscription ont commencé. Moi-même, le 2 janvier, je me trouvais du côté de Minganga. Rien que pour ce jour, c'est vrai, c'était timide. Nous avons fait inscrire 17 personnes à l'antenne Elections Cameroun de Minganga. Voilà, donc les travaux ont commencé. Les camarades, le parti a la culture et la tradition de faire inscrire les Camerounais d'abord, parce que s'inscrire sur une liste électorale, c'est d'abord un acte civique. C'est au moment d'aller voter un candidat ou un autre que ça devient un acte politique. Et les formations politiques ont aussi pour rôle d'aider les Camerounais à renforcer leur citoyenneté, afin que les Camerounais soient des citoyens qui connaissent leurs droits et leurs devoirs. Donc, s'inscrire sur une liste électorale, participer à une opération de vote pour choisir un candidat ou un autre sur la base du programme politique, c'est ça être citoyen. Et donc nous travaillons sur ça et nos camarades ont cet ancrage
Et le travail s'est fait. Et il faut préciser, nous sommes en année électorale. Encore, oui. Voilà, dès la convocation du corps électoral, les opérations d'inscription s'arrêtent. Donc ça veut dire qu'on n'a pas assez de temps. Parce que si tout va bien, disons, en tout cas s'il n'y a pas report, autour du 9 février, le corps électoral devait être convoqué. Ce qui fait donc que dès la convocation du corps électoral par l'autorité compétente, les inscriptions vont s'arrêter. Donc c'est pourquoi il faut profiter pour dire aux populations de ne pas traîner le pas, il faut le faire rapidement. Parce que nous avons vu le 12 octobre 2025, des gens venir se plaindre. Ils n'ont pas de carte. Ils n'ont pas de carte. Moi, j'ai croisé beaucoup de personnes quand je faisais la ronde pour voir si nos gens sont bien représentés. C'est-à-dire, j'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont dit, écoutez, on s'est inscrit, mais on ne voit pas nos noms. J'ai dit, bon, donnez, parce qu'il y a une application aussi sur le téléphone. J'ai dit, mais vous n'êtes pas inscrit. Ils se sont dit, oh, j'ai raté. Donc, il ne faut pas attendre le dernier jour pour s'émouvoir. Il faut le faire tout de suite. Et cette année particulièrement, nous n'aurons pas beaucoup de temps. Il faut le faire rapidement. Et les camarades sur le terrain travaillent dans ce sens. Et nous avons un retour satisfaisant de ce qui se passe sur le terrain. Maïdadou Saïdou, certainement le message de sensibilisation est de mise en termes d'inscription sur les listes électorales. Oui, je voudrais compléter un peu ce qu'il a dit par rapport à votre question. Il faut vous demander les alliances. Comment est-ce que nous avons fait pour gagner toutes ces communes. C'est parce que nous avons suffisamment inscrit des gens qui nous étaient favorables. Oui. Les inscriptions sur les listes électorales relèvent de la plus petite structure du parti, le comité de base. C'est lui qui doit s'occuper des inscriptions sur les listes électorales. Nous avons mis en place une stratégie qui malheureusement n'est pas bien appliquée partout, mais dans des départements comme le Mayo-Tchanaga où c'est bien appliqué, ça marche très bien. Nous avons rendu l'implantation du parti doit être liée aux élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons mettre en place autant de comités de base que de bureaux de vote. Autant de comités de base que de bureaux de vote. Chaque comité de base contrôle un bureau de vote. C'est lui qui est chargé des inscriptions. Il lui est facile, comme c'est limité dans un secteur, d'avoir la liste à Elekam de tous ceux qui sont inscrits, identifier où sont les nôtres, est-ce que les autres sont plus nombreux. Comme ils sont du quartier, ils peuvent aussi voir ceux qui ne sont pas inscrits et ils vont directement les voir pour les inscrire. Ça, c'est une stratégie qu'on a mise en place. Malheureusement, comme j'ai dit, c'est pas appliqué, c'est pas bien appliqué partout. Mais je vous donne l'exemple du Mayo-Tchanaga, dans le canton le nom m'échappe. Ou du moins c'est bien implémenté là-bas. Le modèle est vraiment suivi à la lettre. Le bureau de vote, le comité de base ou bien la sous-section est attaché à un bureau de vote. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et l'avantage, c'est que ça permet aussi de contrôler les charters. Comme ils ont la liste, ils connaissent tous les votants de ce bureau de vote. Ils ne peuvent pas admettre quelqu'un d'autre. Pour peu que le responsable de cette structure du parti soit le représentant du parti dans le bureau de vote, ça règle tous les problèmes. Donc, depuis le 2 janvier 2025, mesdames et messieurs, les listes électorales pour la révision, le fichier électoral est ouvert. Il est appelé à tous citoyens d'aller s'inscrire de ce côté-là et de récupérer la carte de vote. Je crois que c'est le plus important, Yaya Bédo, finalement. Exactement, il faut déjà se faire inscrire. Et maintenant, une fois que vous êtes inscrit, c'est aussi important de récupérer les cartes d'électeurs. Parce que quand vous passez à les choses Cameroun, vous trouvez beaucoup de cartes là entreposées sur leur table, parce que les gens ne viennent pas récupérer. Et je crois que des efforts sont quand même faits
pour sensibiliser les populations afin d'aller retirer leur carte. Donc, c'est aussi une autre paire de manches à bien jouer. Mais de toutes les façons, le plus important, c'est de se faire inscrire sur une liste électorale. Parce que même si vous n'avez pas récupéré votre carte, le jour de l'élection, vous pouvez voter avec votre carte nationale. Vous arrivez devant votre bureau, il y a votre nom qui est inscrit à l'entrée et puis vous présentez votre carte nationale, vous partez voter. Mais c'est toujours aussi important d'avoir sa carte nationale, donc en fait la carte d'électeur. Donc disons tout simplement à nos populations que inscrivons-nous, récupérons nos cartes, soyons prêts pour aller voter parce que le changement, comme beaucoup de gens le veulent, comme nous voulons, ou alors l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est une affaire de tous et de chacun. Chacun doit faire son devoir. Donc en tant qu'électeur, tout ce qui vous est demandé, c'est d'aller vous inscrire, récupérer votre carte le jour du vote, et heureusement au Cameroun, ça tombe toujours les dimanches. Voilà. Partez voter. Qu'on soit sûr que tout le monde soit... Sacrifiez votre jour. maison. Vous vous dire aujourd'hui, c'est le jour où je décide d'améliorer, de prendre la décision qui va améliorer notre condition de vie. Ou alors, comme les Camerounais aiment souvent le dire, c'est le jour du changement. Donc ce jour, vous le consacrez au changement, juste en allant voter et attendre aussi le moment de dépouillement, parce que c'est aussi un moment très capital lors d'un jour de vote. Donc, c'est comme ça. Donc, le vote, enfin, la gestion de la cité, c'est une affaire de tous. Et le citoyen doit participer à la gestion de la cité, tout simplement en étant électeur et en choisissant un candidat ou un autre. Et à Bello, le 8 janvier dernier, le chef de l'État a reçu les vœux de Nouvel An qui lui étaient destinés pour cette année 2026. Parmi les convives, l'opinion publique a remarqué la présence du président national de l'UNDP. J'ai envie de vous poser la question, était-il sous la casquette du président du parti politique ou alors sous la casquette d'un ancien membre du gouvernement, concrètement, pour répondre aux questions qui ont fusé sur les réseaux sociaux, qu'on n'a pas entendu parler de lui depuis un certain moment, et puis on le voit à l'écran, saluant la main du président Paul Biya, la présence de votre président national au Palais de l'Unité. Bon, déjà, il faut dire aux populations que parmi les corps constitués, il n'y a pas un corps constitué d'anciens membres du gouvernement qui partent saluer le président de la République. Il y a un corps constitué des membres du gouvernement en exercice. Mais il n'y a pas un corps constitué d'anciens membres du gouvernement. Donc, ça répond rapidement à la question. Le président Bello Bouamegari ne pouvait pas avoir été convié en tant qu'ancien membre du gouvernement parce que ce n'est pas un corps constitué. Donc, forcément, il est reçu au Palais de l'Unité pour présenter les vœux au président de la République, pas au président national, parce que les gens mélangent aussi tout. Le président de la République, Paul Biya, a reçu les vœux en tant que chef de l'État, président de la République. Parce qu'il faut aussi respecter les institutions. Quand on veut incarner une institution, on doit la respecter. Parce que je vois des gens faire ce qu'on appelle de l'anarchie. Vous voulez être président de la République, vous banalisez l'institution présidentielle. Je crois que c'est un manque de cohérence. Donc, le président Bello Bouamegari était au Palais de l'Unité en sa qualité de président national de la deuxième force politique du Cameroun, l'UNDP. Aussi simple que ça. Donc, c'est une affaire, comme je le disais tout à l'heure, de culture politique, culture même civique et citoyenne, tout simplement. Il y a un stade où les clivages partisans se stoppent. On parle des institutions. Quand vous êtes aujourd'hui à la police ou à la gendarmerie, vous êtes allé porter plainte. Est-ce que quand vous arrivez là-bas, on vous demande, vous êtes de quel parti politique? Non. Parce que c'est une instance, c'est une institution républicaine qui est là pour protéger les Camerounais et leurs biens. C'est la même chose avec l'institution présidentielle. Il faut respecter. Donc, l'UNDP et le président Bello Bouamegari ont toujours été des citoyens modèles qui respectent les institutions de la République. Aller à une cérémonie officielle, présidée par le chef de l'État, en qualité de président de la formation politique la plus représentative après celle au pouvoir, ce n'est pas faire preuve d'allégeance
au président Paul Biya, président du parti politique. Vraiment, les gens doivent faire ces différences-là, c'est très facile. Voilà, je crois que... Monsieur le Sénacom, il précise d'abord, oui. C'est le protocole de l'État qui a prévu cette cérémonie de Oui. protocole de l'État. Et le protocole de l'État a prévu comme corps constitué les leaders de partis représentés au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'UNDP est représenté à l'Assemblée et au Sénat. Le président Bello est le leader de ce parti. C'est à ce titre, et à ce titre seulement, qu'il est allé. Mais, je reviens sur ce que j'avais dit au début, il a fait une formidable communication parce que c'était par le geste. On attendait qu'il dise quelque chose, il n'a rien dit. Et ça a perturbé tout le monde. Ça a désorganisé. C'est pour cela qu'il a fallu pondre un faux communiqué parce qu'on s'est rendu compte que la situation était à son avantage. Voilà les raisons pour lesquelles il était là-bas. Bon, le reste qu'il a expliqué, c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas chercher à diriger une institution et refuser de la reconnaître. Si demain vous-même vous êtes à cette institution, est-ce que vous accepterez qu'on ne la reconnaisse pas? Si vous voulez être à cette institution, c'est parce que vous estimez que c'est quelque chose d'important pour le pays, pour vous, Donc, la première des choses, c'est respecter cette institution. De toutes les façons, le débat n'est même pas qui a gagné la présidentielle ou bien qui ne l'a pas gagné. On peut mener ce débat-là si on veut. Mais pour l'instant, on a un président de la République installé. Bon, les gens peuvent être pour, les gens peuvent être contre. Ça, chacun a ses choix. Je vous ai dit que il faut vous rappeler les luttes d'avant indépendance. Il y avait deux camps. Ces deux camps-là vont rester dans tous les cas. Ceux qui hier étaient contre le camp du président Aïdjo, avec l'environnement de l'époque, sont les mêmes qui ne peuvent pas accepter que ce soit Biya à la tête de l'État dans un autre environnement. Mais un autre environnement constatant toujours cette rupture du pays en deux. Oui. Voilà. C'était justement la question de sortie pour cette émission, le dossier du jour. Peut-être un mot de fin pour sortir, Maïdadi. Le mot de fin, on a l'habitude de dire que le président Bello ne parle pas, qu'il est muet, qu'il est ceci, qu'il est cela. Mais ils ne comprennent pas que Bello est un homme d'État. Et la parole d'un homme d'État est très rare. L'homme d'État n'est pas celui qui commande tout ce qui se passe dans les quartiers. L'homme d'État ne se prononce que lorsque ça engage la vie de la nation. Et c'est ça qui a fait dire à un penseur que une parole n'est audible que lorsqu'elle est rare. Merci pour cette magnifique pensée. Yaya Bello, votre mot de fin en sortie de cette émission. Alors, moi je vais dire tout simplement à nos compatriotes que nous devons regarder tous ensemble vers la même direction, c'est-à-dire le bien-être et la grandeur du Cameroun. Et cela doit se faire en s'acceptant, c'est-à-dire la démocratie en elle-même, c'est l'acceptation de la divergence. Voilà, donc la démocratie suppose que les gens ont de diverses opinions, les gens ont de diverses façons de voir la chose, mais une chose doit rester claire et constante, c'est que le plus important c'est le Cameroun et son bon devenir, si je peux dire comme ça, en fait l'avenir. Donc arrêtons ces clivages inutiles,
cette détestation inutile, ces querelles inutiles autour de parfois même des choses inutiles, même en fait des choses de distraction, alors qu'on laisse l'essentiel. Voilà, donc mettons-nous ensemble, regardons droit dans l'avenir, travaillons ensemble pour que notre pays se développe. Les pères fondateurs de ce pays ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils ont mené des grandes luttes, lutte d'indépendance, lutte de réunification, d'unification et tout. Ils ont légué le pays aux générations actuelles. Il faudrait qu'au moment où les générations actuelles lèguent aussi le pays, qu'ils ne lèguent pas un pays en feu et en sang. Parce que l'histoire retiendra que c'est sous eux que le pays est devenu ce qu'il est, alors que le pays n'était pas comme ça. Donc restons unis, restons frères et sœurs, parce que le président Amadou Ahidjo, le 4 novembre, quand il s'adressait pour la dernière fois aux Camerounais, en tant que président de la République, il disait aux Camerounais, restez frères et sœurs unis. Voilà, donc si nous nous divisons sur des questions aussi simplistes, sur des questions de jeu démocratique, parce que la démocratie c'est aussi le fair play, c'est comme une compétition. Lorsque vous allez à la Coupe d'Afrique, vous êtes 32, c'est une seule personne qui va rentrer avec le trophée. Donc vous êtes 24, c'est une personne qui rentre avec le trophée. On ne va pas diviser le trophée en 24, on donne à chacun un morceau. Non, il y a donc le fair play en démocratie. Ceux qui ont gagné doivent accepter les autres qui n'ont pas gagné. Ceux qui ont perdu doivent accepter que les autres ont gagné et on continue notre chemin. Donc, restons unis comme nos pères fondateurs ont dit. Mettons-nous ensemble et l'avenir nous appartiendra. Vous parlez d'union, j'ai envie de parler d'unité, liberté et justice, qui est la devise de votre parti politique, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Ils étaient nos invités ce soir. Maïdadi Saïdou, il est le Sénacom, secrétaire national à la communication de l'UNDP, par ailleurs membre du bureau politique de cette formation politique. Et Yaya Bello, il est membre à la communication et nous espérons qu'il va être investi finalement pour les législatives et qu'il reviendra sur nos différents plateaux pour qu'on puisse discuter peut-être de son programme pour les populations de sa localité. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Le Dossier du jour. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux à nous regarder à travers vos écrans de télévision et à nous suivre à votre guise sur nos différentes plateformes. Merci à l'équipe technique fortement mobilisée pour la réalisation de ce programme. Merci à la RH de B-News One, le tam-tam du continent. Merci de nous avoir regardés une fois de plus. Restez scotchés sur les programmes de votre chaîne.